La matinale RCF, le grand invité. Bienvenue sur RCF, il est l'heure du grand invité, une rentrée sociale que certains redoutent déjà comme explosive. Des dossiers brûlants sont sur la table de l'exécutif, la réforme de l'assurance chômage, celle des retraites, mais aussi la crise énergétique en cours qui obligera les entreprises à faire des efforts. Et notre grand invité ce matin sur RCF, Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la matinale RCF. Alors la première ministre Elisabeth Borne a demandé hier aux entreprises de préparer un plan de sobriété énergétique. Annonce faite en ouverture de l'université d'été du MEDEF devant une assemblée donc de chefs d'entreprise. La chef du gouvernement a souligné le risque d'une pénurie de gaz cet hiver et brandi la menace d'un rationnement. Les entreprises ont donc jusqu'à début octobre pour rendre leur copie. Est-ce qu'on va dans le bon sens, Cyril Chabagnier, d'impliquer les entreprises dans le tournant écologique ? Sur le fait d'impliquer les entreprises, oui, on va dans le bon sens et évidemment, on a besoin de sobriété énergétique, surtout dans le contexte actuel. Après, je ne sais pas si c'est la bonne mesure. Tout d'abord, l'État doit être exemplaire avant de demander des efforts aux entreprises. Donc, il faudrait commencer à ce que les administrations, les collectivités territoriales fassent des économies énergétiques. C'est toujours mieux de donner l'exemple quand on demande aux autres de faire l'effort. Lutter aussi contre le gaspillage. Il y a eu tous les débats sur les éclairages des tours à la Défense ou sur les magasins qui ont la climatisation et les portes ouvertes. Donc, luttons contre le gaspillage qui est assez facile à régler. Ensuite, demander l'effort aux entreprises, oui. Ce qu'on se pose comme question à la CFTC, c'est ce chiffre de 10% qui est uniforme et applicable à tout le monde. On sait que dans certains secteurs d'activité, comme le tertiaire par exemple, c'est plus facile de faire des économies. On peut mettre en place du télétravail, on peut baisser un petit peu la température des bureaux. C'est beaucoup plus compliqué dans le secteur de l'industrie par exemple, où parfois pour faire des économies d'énergie, ça nécessite des changements de l'appareil productif avec de forts investissements. Donc on aurait pu peut-être faire ça au cas par entreprise, par un dialogue social entre les salariés et l'entreprise en fixant ensemble une ligne de conduite et pas forcément donner un chiffre applicable à tout le monde qui a quand même assez peu de sens selon les secteurs d'activité. Vous redoutez des conséquences pour les salariés ? Oui, on redoute certaines conséquences. On a entendu parler parfois de modifications d'horaires de travail, par exemple, pour aller travailler dans des créneaux horaires où la consommation d'énergie est moins importante. Alors, on peut réfléchir à tous les sujets, mais ça peut avoir des conséquences importantes sur à la fois la vie professionnelle, mais aussi la vie personnelle. Et on y est très attaché à la CFTC. Donc, tout ça devra se faire vraiment par le dialogue social et dans les concertations entreprise par entreprise. Vous le disiez, il y a ce chiffre, donc une baisse de 10% de la consommation d'énergie. Mais au-delà de ce chiffre, pas beaucoup plus de détails. Il n'y a pas de contrôle qui est prévu, ni de contraintes. Est-ce qu'il faut structurer davantage cette demande, donner plus d'outils aux entreprises pour répondre à cette urgence ? La structurer davantage, sûrement. On peut aussi peut-être conditionner d'ailleurs certaines aides à cet effort qui peut être fait dans les entreprises, même si je redis que le 10% à tout le monde me paraît très compliqué. Donc oui, il faut. Alors c'est vrai que c'est une première mesure, une première annonce de la première ministre lors de l'université d'été du MEDEF. Je pense que derrière l'effet d'annonce, on va avoir quelques détails, mais on sait que s'il n'y a pas une volonté et un peu une fermeté, ça se mettra pas en place. En tout cas, s'il n'y a pas de contrôle, il y aura peu d'entreprises qui le feront. Cyril Chabagnier, dès le premier Conseil des ministres la semaine dernière, Emmanuel Macron avait déjà donné le ton en parlant de la fin de l'abondance, une phrase qui avait fait beaucoup réagir. En d'autres termes, les Français vont devoir se serrer la ceinture, faire attention, économiser l'énergie. Des mesures en faveur du pouvoir d'achat ont été votées cet été, parmi lesquelles la remise sur le carburant ou encore la revalorisation des pensions de retraite. Mais l'inflation reste très importante, 6% en France. Est-ce qu'il faut envisager à présent d'augmenter les salaires ? Oui, alors il y a deux volets dans l'augmentation des salaires. Il y a un volet qui dépend de l'État. On aurait pu faire une revalorisation du SMIC plus importante, le fameux coup de pouce qu'on appelle en dehors de l'augmentation automatique. Et là, le gouvernement n'a pas souhaité donner ce coup de pouce. Je pense qu'à la CFTC, on pense que c'est une erreur. Et puis après, il ne faut pas retirer que les
principaux responsables sont quand même les entreprises. Les salaires se négocient dans les entreprises. Et aujourd'hui, dans toute une série de secteurs, les entreprises ne sont pas au rendez-vous. Donc on peut entendre à la CFTC que certains secteurs d'activité sont en difficulté du fait de la crise sanitaire, de la crise énergétique. Et évidemment, tout le monde ne peut pas augmenter les salaires de la même proportion. La problématique qu'il y a, c'est qu'il y a quand même toute une série de secteurs qui ont fait des forts bénéfices, des grands profits, et qui proposent des augmentations de salaire qui sont dérisoires, alors qu'ils ont les moyens d'aller au-delà. On avait demandé d'ailleurs au gouvernement que toute une partie, c'est une proposition que fait la CFTC, qu'une partie des exonérations de cotisations ou des aides de l'État soit conditionnée à des négociations salariales, et en particulier dans les endroits où financièrement c'est possible. L'État pour l'instant ne souhaite pas mettre en place cette conditionnalité des aides aux négociations et augmentations de salaire. Est-ce que ça vous semble être en tout cas le levier clé pour faire face aussi à la pénurie de recrutement qu'on connaît en France actuellement ? C'est un des leviers pour la pénurie. On a parfois tendance à dire que si on n'arrive pas à recruter, c'est que les gens préfèrent le chômage à l'emploi. On en parlera, je pense, juste après sur l'assurance chômage. Je crois que ça reste quand même très... c'est pas le bon argument. Il y a des tas de facteurs, hein. Il y a l'attractivité de l'entreprise, il y a des problématiques parce qu'on n'a pas de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises. Il y a parfois des politiques RH qui ne sont pas faites. Il y a les conditions de travail, il y a les salaires. Donc c'est toute une série de facteurs. Il y a des métiers pour lesquels on n'a pas de formation, on les connaît depuis des années et pourtant il n'y a encore rien qui a été mis en place. Donc c'est vraiment un sujet très vaste avec beaucoup de facteurs qui interviennent sur cette pénurie, mais évidemment que les conditions de travail et les salaires en font partie. On pense par exemple à la rentrée scolaire avec l'éducation nationale qui manque de 4000 enseignants. Là aussi, il va falloir faire des changements pour attirer des nouveaux enseignants, des personnes qui voudraient travailler dans l'éducation nationale? Je pense qu'il faut faire à la fois des changements et de l'autre côté un peu plus de stabilité. Quand je parle des changements, c'est évidemment une revalorisation des salaires. L'enseignement est un métier capital pour notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants et les salaires sont beaucoup trop bas. Sur les conditions de travail, il y a aussi beaucoup à dire. On sait que dans certains secteurs, ils ont des conditions de travail qui sont extrêmement compliquées. Il y a parfois aussi un peu le manque de respect et le manque de reconnaissance de cette profession. Et de l'autre côté, il y a aussi des changements de programmes qui sont incessants, des réformes qui sont quasiment tous les 2 ans quand c'est pas une réforme qui est annuelle. Donc un peu de stabilité, essayons de trouver un modèle qui fonctionne, discutons avec les enseignants parce qu'honnêtement le dialogue social avec les enseignants n'a pas été à la hauteur. Et je pense qu'on pourra trouver des solutions. Cette rentrée sociale, elle est aussi marquée donc par le retour de la réforme de l'assurance chômage, une première étape vers le plein emploi, selon les mots d'Emmanuel Macron. Le ministère du Travail a envoyé vendredi à tous les partenaires sociaux un premier projet de texte du projet de loi Travail, qui prolonge notamment jusqu'à fin 2023 le décret qui prévoit les règles d'indemnisation des chômeurs. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Cyril Chabagnier? C'est reparti pour un tour, on retourne dans le même sens? Oui, c'est assez surprenant. Alors, dans le projet de loi, c'est surtout, vous l'avez dit, la prorogation jusqu'à fin 2023, sur lequel on n'était pas opposé. Il y a eu certaines difficultés qui font qu'on n'était pas forcément au rendez-vous pour en discuter tout de suite. Donc sur ça, il n'y a pas de débat à la CFTC. Ce qui nous surprend, c'est le fond du sujet. On a fait une réforme, le gouvernement a fait une réforme de l'assurance chômage il y a moins d'1 an. Sur lequel ça avait été très bloquant. Toutes les organisations syndicales s'y étaient opposées, avec un gouvernement extrêmement ferme qui a décidé quand même de l'appliquer. 9 mois après, aujourd'hui, non seulement on n'a pas évalué cette réforme de l'assurance chômage, on ne sait pas, parce qu'on était en désaccord sur les objectifs, mais en tout cas voir au moins ce que souhaitait, les objectifs auxquels le gouvernement souhaitait arriver, s'ils ont été atteints ou pas. Donc on n'a aucune évaluation. Et pourquoi s'être bloqué aussi fermement il y a 9 mois, alors qu'aujourd'hui on prépare, et le gouvernement souhaite une réforme totalement différente, qui est d'ailleurs assez innovante, assez incroyable, parce qu'on change complètement de système d'assurance chômage, un système qu'on a depuis 1957. On a modifié des calculs d'indemnité, par exemple, on a mis en place des bonus-malus, mais là, si je fais l'analogie avec les retraites, on a une réforme systémique de l'assurance chômage, puisque le gouvernement souhaite mettre en place ce qu'on appelle le contrat cyclique, c'est-à-dire avoir un système d'assurance chômage qui est plus contraint, plus dur lorsque l'économie va bien, et qui est plus souple lorsque l'économie va moins bien. À la limite, purement sur la théorie, on pourrait y réfléchir.
Mais dès qu'on creuse un petit peu, c'est quasiment infaisable. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Ça se fait dans quelques pays, mais qui sont des pays plutôt fédéraux, comme les États-Unis ou le Canada. Et toute la difficulté, c'est comment on calcule l'état de notre économie. Déjà, je pense qu'on aura des difficultés. Enfin, il y aura sûrement des désaccords sur les données statistiques et les chiffres à prendre. Mais surtout, si on prend une donnée qui est nationale, c'est pas parce que le pays globalement va mieux, par exemple, d'un point de vue économique, que tous les lieux dans le pays, que toutes les régions, que tous les bassins d'emploi vont mieux. Donc vous vous rendez compte, quelqu'un qui est dans une région, qui connaît, elle, une difficulté, non seulement, je vais dire que cette personne a le pas de chance de travailler dans la région pour laquelle il y a peu d'emplois, mais en plus, comme nationalement ça va bien, on va lui retirer des mois d'indemnité. C'est presque la double peine. Vous voyez, enfin, voilà. Et si on prend des chiffres qui sont régionaux, à ce moment-là, on crée une différence entre les régions. Et pourquoi pas demain un SMIC aussi par région? Enfin, vous voyez toutes les questions. Et pour ça, on nous dit qu'on aura quelques mois pour négocier, pour un changement qui est fondamental. Ça nous paraît assez incroyable. Sur la forme, le gouvernement parle plutôt d'une concertation, pas de négociation. Là aussi, d'entrée de jeu, ça s'annonce difficile pour vous d'avancer avec le gouvernement? Ça s'annonce difficile parce que on sent que cette volonté d'aller vers le contracyclique, elle est quasiment actée. Et d'ailleurs, la Première ministre en a parlé aussi hier lors de la REF du MEDEF. Donc on a l'impression qu'on va pouvoir négocier sur l'exemple que je vous ai passé, que je vous ai donné juste avant. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend des données nationales, est-ce qu'on prend des données régionales, est-ce qu'on fait un peu un mix entre les deux? Vous voyez, sur les modalités du calcul du contracyclique. Mais en tout cas, sur l'idée qu'on change complètement de système d'assurance chômage et qu'on met en place un contrat cyclique, sur ça, on n'a pas l'impression qu'il y ait une grande discussion possible. Sur la réforme de retraite, qui est aussi un énorme sujet pour le gouvernement, pour l'exécutif, certains élus de gauche demandent qu'on fasse un référendum sur cette question. Est-ce que vous y seriez favorable à ouvrir le débat ? Je ne suis pas certain que la solution soit le référendum. On a la grande habitude maintenant, sur tout sujet, dès qu'il y a une difficulté, de demander un référendum. Ce qu'il faut surtout, c'est une véritable concertation. Il n'y a pas d'urgence sur les retraites. On nous avait donné des chiffres assez catastrophiques et alarmants il y a 2 ans et demi, quand on était en train de négocier la première fois sur la réforme voulue par le président. Aujourd'hui, les données sont quand même beaucoup moins pessimistes. Donc il n'y a pas d'urgence. S'il n'y a pas d'urgence, on a le temps de réfléchir. Faisons une véritable concertation. Mais surtout sur les retraites, parlons des vrais sujets. Comment on peut avoir aujourd'hui des politiques, que ce soit de tous bords, qui nous parlent simplement de l'âge légal de départ à la retraite? Comment on peut parler de l'âge légal si on ne règle pas tous les sujets qui sont avant cette problématique? Il faut qu'on parle de pénibilité, il faut qu'on parle d'emploi des seniors. Aujourd'hui, je rappelle que la moitié des seniors arrivent à la retraite, ils sont déjà plus en activité. Donc je veux dire, ça sert à quoi de reculer l'âge si ces personnes sont déjà au chômage, à part de plomber les comptes de l'assurance chômage, et on fera une 3e réforme de l'assurance chômage par la suite. Donc l'âge de départ à la retraite, c'est la résultante. Ça dépendra de ce qu'on va faire sur tout le reste. Comment on va gérer les carrières longues, comment on va gérer les emplois des seniors. Parfois j'entends, et juste après je vais moi aussi à la rencontre du MEDEF, mais j'entends les chefs d'entreprise nous dire il faut reporter l'âge de la retraite, et parfois ce sont les premiers à 55 ans à mettre les personnes dehors. Enfin, au bout d'un moment, il faut être logique. Donc travaillons sur ces sujets, faisons en sorte que ce soit les personnes qui ont réellement des travaux pénibles qui partent le plus tôt. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Ce n'est pas forcément les personnes qui ont les travaux les plus pénibles qui partent le plus tôt aujourd'hui. Travaillons sur ces sujets. Une fois qu'on aura fait un système plus juste, on pourra alors discuter de l'âge. Et peut-être qu'il faudra que certaines partent plus tôt et d'autres partent un peu plus tard. Mais faisons dans l'ordre. Comment on peut dire aujourd'hui 60, 62, 65, enfin tous les chiffres qu'on entend, alors qu'on ne sait pas ce qu'on va mettre sur la pénibilité, sur les conditions de travail, sur l'emploi des seniors. C'est juste un effet d'annonce qui n'a pas de sens. Merci beaucoup Cyril Chabagnier, président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RCF.